Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. Au sommaire, le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso accuse ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser son pays dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes en Afrique de l'Ouest. Le président kényan fait table rase après les récentes manifestations meurtrières. William Ruto limoge la quasi-totalité de son gouvernement. Il dit avoir écouté son peuple qui protestait contre la vie chère et la corruption. Le coming out de la fille du président camerounais continue de faire le buzz au Cameroun, pays qui criminalise l'homosexualité. On aura le témoignage de Shakiro, figure LGBT camerounaise en exil. Au Burkina Faso, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a tenu un discours aux forces vives du pays, venues de tout le territoire pour l'acclamer. C'est la première intervention de cette ampleur depuis les rumeurs du coup d'État du mois de juin. Il en a profité pour pointer du doigt la Côte d'Ivoire et le Bénin, qu'il accuse de vouloir déstabiliser le Burkina. Les précisions de Julia Guggenheim. Dans un discours de plus d'1h30 à Ouagadougou, dans un palais des sports comble, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a déroulé sa vision pour les 5 prochaines années. Période d'ailleurs à laquelle il confirme allonger la transition. Il s'en est pris à ses voisins ouest-africains, notamment le Bénin et la Côte d'Ivoire, à qui il reproche leur lien avec la France et qui, selon ses dires, chercherait à déstabiliser le Burkina Faso. Le président de la transition a affirmé que le Bénin hébergeait 2 bases militaires françaises, information que Paris a démentie à maintes reprises, et que celle-ci opérait comme un centre de commandement terroriste. Il a également évoqué sa volonté de mettre un terme au permis des grandes multinationales étrangères sur la question minière, de manière à nationaliser cette industrie. Enfin, il faut noter que cette intervention, cette prise de parole intervient seulement quelques jours après le premier sommet de l'AES, l'Alliance des pays du Sahel, qui a réuni à Niamey les juntes nigériennes, burkinabées et maliennes, afin notamment d'entériner leur sortie de la CEDEAO. Les partis politiques de nouveau en activité au Mali, après une suspension de près de 3 mois par la junte au pouvoir. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, avait décrété la suspension alors que les partis protestaient à ce moment-là contre le maintien des colonels à la tête du pays après l'échéance de mars 2024, à laquelle ils s'étaient engagés à céder la place à des civils après des élections. Une annonce sans surprise, le président algérien Abdelmadjid Tebboune briguera bien un second mandat pour la prochaine présidentielle. Arrivé au pouvoir en 2019 de l'Algérie, il avait annoncé en mars la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. La liste des candidats retenus doit être annoncée le 27 juillet. La campagne électorale au Rwanda touche à sa fin avant le double scrutin du 15 juillet prochain. Le président sortant, Paul Kagame, candidat pour un 4e mandat après 24 ans au pouvoir, affronte les 2 seuls candidats autorisés à se présenter. Victoire Ingabire, qui avait été condamnée à 15 ans de prison pour conspiration et minimisation du génocide contre les Tutsis en 2013, avant d'être graciée 5 ans plus tard, n'a pas pu déposer son dossier à la commission électorale. Un tribunal a rejeté sa demande de restauration des droits civiques. Une décision injuste pour cette figure de l'opposition. C'est la 2e fois que le gouvernement rwandais utilise la justice pour m'empêcher de participer aux élections présidentielles. Ça a été le cas en 2010, où j'ai été arrêtée, emprisonnée, et maintenant c'est en 2024. Ces élections où les opposants ou les candidats bien placés pour vraiment défier le candidat sortant, le président Kagame, ont été bannis. Donc je ne vois pas vraiment qu'on va avoir vraiment des élections libres, transparentes, ou les élections qu'on peut dire qu'ils peuvent légitimer la démocratie au Rwanda. Aussi longtemps qu'il y a des voix limitées, il y a des candidats limités, donc on prive au peuple rwandais le choix
de choisir les leaders librement et dans la transparence. Donc c'est pour cela que je dis on ne doit pas vraiment limiter ceux qui doivent participer aux élections comme candidats. Donc ce n'est pas le parti au pouvoir qui devrait choisir qui doit compéter avec leurs candidats. Ah, c'est connu, le Rwanda, ce n'est pas un pays libre. Donc le régime de Kagame ne tolère une voix discordante, ne tolère pas quelqu'un qui conteste le récit du gouvernement. Donc, une fois que vous contestez le récit du gouvernement, une fois que vous critiquez la politique du gouvernement, vous êtes taxé d'ennemi du pays, donc vous risquez d'être emprisonné ou à disparaître comme ça, parce que j'ai aussi des membres de mon parti politique qui ont été portés disparus, on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a même ceux qui ont été assassinés, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui les a assassinés. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice. La quasi-totalité du gouvernement kényan a été limogée. Un remaniement ministériel attendu depuis les manifestations d'ampleur qui avaient secoué le pays après l'annonce de nouvelles ponctions fiscales. Seuls le vice-président et le ministre des Affaires étrangères conserveront leur portefeuille. Le président William Ruto dit avoir écouté le peuple du Kenya. Les détails avec Olivia Bizot. C'est une énorme victoire pour la population Gen Z, pour les jeunes au Kenya qui ont été derrière ces manifestations ces dernières semaines. Cette annonce vient après que William Ruto a essayé d'avoir une conversation avec les jeunes. La semaine dernière, il a lancé une conversation sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et 100 000 Kenyans ont participé à cette conversation en ligne. Beaucoup ont exprimé leur colère envers le gouvernement pour la violence qu'ils ont utilisée pendant les manifestations contre la vie chère au Kenya. Les manifestations ont commencé contre l'annonce d'une nouvelle loi qui augmenterait les taxes pour les Kenyans. Et après que cette loi a été retirée par le président William Ruto, ils se sont élargis contre le gouvernement en général et plus globalement contre la vie chère au Kenya. Mais pour les jeunes, cette conversation n'était pas assez. Ils voulaient plus, donc le président Ruto a aussi annoncé qu'il allait réduire les dépenses publiques. Il a notamment annoncé qu'il allait réduire tous les déplacements non obligatoires. Il a aussi dit qu'il allait supprimer le budget de la Première Dame. Mais encore une fois, ce n'était pas assez pour les Kenyans. Donc il va falloir attendre pour voir si cette nouvelle annonce du président William Ruto va être suffisante. Son post sur les réseaux sociaux continue de faire le buzz. La fille du président camerounais Paul Biya a fait son coming out il y a quelques jours en publiant une photo d'elle et de sa petite amie. Alors de quoi susciter de nombreuses réactions dans un pays où l'homosexualité est illégale, passible de 5 ans de prison. Brenda Biya a indiqué dans une interview qu'elle voulait que son histoire puisse aider à faire changer la loi qui pénalise l'homosexualité. Alors, la publication de Brenda Biya fera-t-elle bouger les choses ? Pour en parler, Shakiro est une activiste LGBT camerounaise qui vit désormais en Belgique. Bienvenue Shakiro. Alors, vous avez dû quitter votre pays après avoir subi des violences. Vous avez été emprisonnée. Tout d'abord, expliquez-nous quelle est la réalité aujourd'hui pour la communauté LGBT au Cameroun. La communauté LGBTQ au Cameroun, les lois anti-LGBT, c'est-à-dire de manière disproportionnée, ciblent juste de manière... les lois anti-LGBT ciblent de manière disproportionnée les pauvres. Parce que il y a cette richesse, ce problème de richesse et de relations. Quand je parle de relations, les liens, c'est-à-dire... sa cible, c'est juste les pauvres. Je parle le code pénal. Le code pénal, c'est l'article 347.1. C'est cette loi qui criminalise les relations homosexuelles au Cameroun de 6 mois à 5 ans. Mais ça cible de manière disproportionnée les pauvres. Je ne connais pas un riche homosexuel au Cameroun qui a déjà été emprisonné en raison de son orientation sexuelle. Vous avez reçu des violences. J'ai été frappé également par ce code pénal. Oui, j'ai été frappé, bastonné. Déjà au Cameroun, être gay, c'est un non-événement. Quand je parle de non-événement, c'est que par rapport à la culture, beaucoup pensent que l'homosexualité a été importée de l'Europe et par la Bible. Ils vont utiliser la Bible, le fait que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des actes contre nature et voilà. Donc après, déjà être gay, c'est déjà très difficile. Mais être trans,
c'est catastrophique. Bah alors, Shakiro, être trans, c'est catastrophique. Shakiro, suite alors, à la publication justement de Brenda Biya, quelle a été la réaction de la communauté LGBT qui vit au Cameroun? Alors, vous l'avez un petit peu mentionné, il y a finalement 2 poids, 2 mesures, puisque Brenda Biya pourra vivre son homosexualité au grand jour, alors que les autres devront continuer à se cacher et vivre en exil. Qu'en a pensé la communauté LGBT au Cameroun? La communauté LGBTQI+, déjà, c'est d'abord un allègement. Quand je parle d'allègement, c'est que maintenant, beaucoup d'homosexuels ne se sentent plus seuls. Parce que, dorénavant, Brenda, elle est la lumière. Parce qu'avant, Shakiro, c'est le personnage emblématique pour la lutte de la cause des LGBT. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas le nom Shakiro. De par mon courage, ma résilience, mon abnégation à vivre dans un pays tellement transphobe, homophobe comme le Cameroun. Donc Brenda étant la fille du président Paul Biya et son père en tant que le législateur, j'espère qu'il va ramollir son cœur et dépénaliser l'homosexualité de sa constitution. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants jeunes de 18 ans qui m'écrivent, qui sont dans des prisons au Cameroun en raison de leur sexualité. Et souvent, ils ne sont même pas pris en flagrant délit. Parce que moi, par exemple, j'ai été condamné à 5 ans de prison sous la base que j'étais habillé en femme parce que j'ai porté une jupe. Il n'y avait pas réellement de preuves. Pourtant, le code pénal camerounais condamne le flagrant délit d'homosexualité. La juge a jugé que si je suis habillé en femme, forcément, c'est pour me faire draguer par des hommes. Et j'ai été arrêté arbitrairement. On ne m'a même pas laissé le temps d'appeler mon avocat. Et je me suis retrouvé à la prison centrale de Nebel. Et je vous imaginez une femme trans au milieu de plus de 10 000 hommes en manque de chaleur féminine. C'était des viols répétés, c'était des insultes, des brimades. C'était vraiment très dur. Jusqu'à présent, j'ai toujours des psychologues en Belgique. Certes, je suis en Belgique où je vis par rapport à la loi. Au moins, ici, mes lois en tant que femme trans sont respectées. Mais j'ai beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles. Toutes les semaines, je vais voir mon psychologue. Aujourd'hui, Shakiro, en tant qu'activiste, comment s'effectue votre combat? Mon combat, c'est à travers les réseaux sociaux. Quand je vous parle de je suis la lumière de la communauté LGBTQI+ au Cameroun, c'est que je suis la seule trans, la seule femme transgenre qui a eu le courage de prendre sa caméra depuis, c'est-à-dire, je parle du Cameroun, depuis l'avènement de la communauté LGBTQI+, de prendre sa caméra et de parler des lois, de tout ce qui est LGBT. Avant moi, il n'y avait personne. Et grâce à moi, je suis quand même heureuse parce que les Camerounais aussi connaissent, maîtrisent quand même déjà les termes LGBT, que veut dire trans, travesti, grâce à Shakiro. Parce que si on me suit à travers les réseaux sociaux, voilà, mais tous les jours, je reçois des insultes. Mais au moins, là maintenant, je suis au moins protégée parce que là maintenant, c'est à distance. Voilà, Shakiro, mais au Cameroun, c'était les bastonnades, ça m'a valu la prison. Rapidement, Shakiro, est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez rentrer au Cameroun? Je pourrais rentrer au Cameroun si Paul Biya, voilà, parce que déjà, il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Donc, si on dépénalise l'homosexualité au Cameroun de la Constitution, si je retourne dans mon pays et je n'ai pas peur de me faire traquer par la population, parce qu'au Cameroun, il y a des personnes très dangereuses qui font du mal aux gays de la communauté queer et tu ne peux pas te plaindre parce que c'est un peu comme si tu as rendu service à la nation. Donc, si je peux rentrer au Cameroun et je peux vivre ma vie en tant que femme trans. Donc vous gardez quand même l'espoir de pouvoir rentrer, de rentrer un petit peu un jour. Merci beaucoup, Shakiro, pour votre interview. Et c'est ainsi que s'achève notre Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue.